Professeur Ouassipo, oui, vous vous êtes posé une question intérieurement, mais je vous pose une autre quand même. Est-ce que cette crise est majoritairement politique, à plus de 50% politique, 60% politique? Oui, vous savez, quand nous préparions le travail, le colloque, on s'est dit au comité scientifique que tous les arguments sont bons, même les plus inattendus. C'est-à-dire que dans ce genre de processus, ce qui m'est invraisemblable est pris en considération que ça peut être à l'origine, n'est-ce pas, de l'incompréhension. Donc moi, je suis très intéressé vraiment par ce que j'entends là. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, vous savez, les gens ne sont pas de même nature, entre guillemets, et qu'il y en a qui sont pressés, d'autres le sont moins, etc. Ça, c'est une réalité, que, bon, on est un peuple assez diversifié, qui ait des comportements différenciés, ça se comprend. Et puis, il y a une chose qu'on entend souvent. Et lorsque vous regardez avec un œil un peu de scientifique, vous souriez, c'est l'opinion qui veut que ce soit la politique qui soit à la base de la crise. C'est-à-dire, ce sont les politiciens. Mais les politiciens, c'est quoi? C'est nous, c'est vous. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas politiciens, mais tout le monde est politicien parce que... Pour cela, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vais vous dire, quand vous allez voter, vous allez voter, c'est vous qui constituez le système politique en l'alimentant. Vous comprenez? Si vous voulez que la politique change de direction, vous n'avez qu'à changer votre comportement qui fait que la politique va dans telle ou telle direction. Donc, sur ça, je crois que c'est clair. Il ne faut pas qu'on se dédouane en disant... mais lorsqu'on parle de politique, on sait exactement à qui on s'adresse. Ah non, mais on ne sait pas justement... Monsieur X dans un quartier Y. Non, mais monsieur X dans un quartier, c'est vous qui lui donnez... La politique, c'est quoi? C'est l'exercice du pouvoir. Politique, ça vient du pouvoir. Qui fait qu'un tel individu détient le pouvoir? C'est vous, c'est moi. Quand vous restez chez vous, vous n'allez pas voter. Ou bien vous détournez le vote parce qu'on vous donne de l'argent. Vous êtes à la base du système politique. Mais en général, on reproche à ceux qui sont votés d'agir comme on ne veut pas. C'est de ceux-là qu'on parle. Oui, mais... Lorsque je vote quelqu'un, j'ai envie d'un bien-être, mais finalement, quand ce n'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je lui ai demandé. Monsieur Fofana, il n'aurait pas l'occasion d'agir, il serait déjà en dehors de la politique s'il n'avait pas reçu de la société, n'est-ce pas, si vous voulez, les moyens d'être là où ils sont. Ça, je crois que la discussion est... Mais je veux en venir à la question. C'est très important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire, moi je vais vous dire une chose, dans un système social, il y a quatre compartiments. Vous avez le compartiment politique, vous avez le compartiment culturel, idéologique et tout ça, c'est le deuxième compartiment. Vous avez le compartiment économique et vous avez le compartiment ressources, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme patrimoine. Voilà les quatre compartiments. Les quatre compartiments agissent les uns sur les autres. Vous prenez par exemple un problème culturel, la modification de la culture des jeunes, vous trouvez la racine dans notre sol, dans notre sous-sol, dans notre terre. Voilà. Mais cette modification, vous trouvez la racine dans le système économique. C'est ce que le professeur Seribaï disait tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas le système politique ou le système économique qui alimente? Bref, je veux dire que ce n'est pas... Ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que le système politique a sa part. C'est plus spectaculaire. Mais il y a d'autres facteurs qui agissent dans l'ombre et qui font, par exemple, que le système politique, il est ce qu'il est. Par exemple, s'il n'y avait pas le tribalisme, vous croyez qu'en l'absence du tribalisme, le système politique serait ce qu'il est? Non. Okay. Si notre société n'était pas essentiellement rurale, vous croyez que le système politique serait ce qu'il est? Donc, c'est des interactions, vous voyez. Mais c'est très intéressant à comprendre. Ce qui intéresse aujourd'hui, nous l'avons aussi entendu au colloque, le fait qu'on dise que c'est la politique qui est le
le plus grand commun diviseur, c'est le terme qui a été employé, doit être pris en considération. Donc toute la sphère politique doit se sentir interpellée. Mais ce n'est pas cela qui va suffire. Pour que le système politique soit interpellé et que ce soit politique, et plutôt positif, il faut que la société, parce que c'est la société qui alimente le système politique, la société change en changeant sa façon de faire, de récompenser ou de sanctionner, de donner le pouvoir ou de ne pas donner le pouvoir. Vous voyez? Très bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour d'accord. Alors, moi, docteur Kwame, lorsque j'ai écouté le professeur, j'étais un peu effrayé encore parce que j'ai eu l'impression que les causes de la crise n'ont pas été identifiées nettement jusqu'à présent, ou bien on n'est jamais d'accord là-dessus. Non, je pense qu'on est d'accord et je suis d'accord avec lui sur 2 points au niveau des compartiments de la société. Je vais, moi, m'attarder sur le compartiment économique. On n'en a pas souvent parlé. Si vous regardez très bien les crises, elles coïncident à quelques endroits avec la courbe de pauvreté de la Côte d'Ivoire. Donc la pauvreté et la paupérisation est une des plus grandes causes, mais comme le professeur le dit, elle n'est pas spectaculaire. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire rire. Le bac vient d'être proclamé. Il y a des parents qui sont malheureux parce que leurs enfants n'ont pas eu le bac. Mais même ceux dont les enfants ont réussi au bac, aujourd'hui sont encore plus malheureux parce que l'université qui est là ne produit que des chômeurs. Je vais vous dire un autre chiffre qui va vous effrayer. Nous sommes à 7 millions de chômeurs, c'est-à-dire 33% de la population au chômage. C'est grave. De diplômés, excusez-moi. De diplômés est au chômage. 33% sur 22 millions, c'est une bombe à retardement. C'est une plus grosse bombe que le foncier et que la nationalité. Donc aujourd'hui, il y a urgence pour le gouvernement, nous le savons, c'est une priorité du gouvernement de trouver une situation de travail pour ces jeunes-là. Il y a plein de programmes qu'on ne va pas citer ici. Donc je voulais dire avec le professeur qu'effectivement il y a la politique, mais il faut que le citoyen dont il parle, qui doit faire le choix, doit avoir un leader, doit avoir quelqu'un au moins pour les éduquer. Et c'est là que Mme Porquet-Salimata intervient et nous sur le terrain. Au niveau des organisations globalement de la société civile, entre griffes comme on appelle, où les gens aujourd'hui mettent des programmes en œuvre pour éduquer les citoyens à la qualité du vote et expliquer aux citoyens que son pouvoir réside dans son vote. Quand tous les citoyens auront compris que leur pouvoir réside dans leur vote, effectivement, ils vont sanctionner ou récompenser ceux des leurs qui ne soient pas forcément originaires de leur communauté. Mais ça encore, c'est un autre travail à faire, c'est un débat aussi à faire pour que chacun puisse ne pas voter que son ethnie, que sa communauté et que sa chapelle. Voilà. Et professeur, votre réaction? Oui, d'abord, je constate que nous devons réagir par rapport à votre voix et puis répondre à votre question. Les deux à la fois, oui. Voilà, il y a quelqu'un qui est intervenu qui a parlé de la manière d'aborder les problèmes et de réaliser un programme. En tout cas, il a posé la question de la méthode. Pour moi, cette question est liée à l'impatience dont nous avons parlé. C'est tout ce que nous avons dit sur blocage, ralenti. C'est en fait que les Ivoiriens souhaitent que la réconciliation aboutisse vite et donc elle ne va pas vite à leur goût. Là-dessus, moi, j'ai une image que j'utilise souvent. Tous les malades souhaitent guérir rapidement. Mais le médecin les appelle les patients. Cela veut dire que quand on a dit un comprimé par jour, pendant 10 jours, il ne faut pas prendre 10 comprimés en un jour et espérer qu'on va accélérer sa guérison. Donc la question de méthode, elle est importante aussi. Et comme on l'a indiqué, les facteurs sont liés. On dit la politique, mais et l'État lui-même, qui doit organiser la vie politique. Sa déliquescence va faire qu'il n'est pas un bon arbitre. C'est comme un match de football. Si l'arbitre n'est pas bon, l'arbitre ne sait pas arbitrer, mais les deux équipes vont s'affronter, il y aura crise. Et si au surplus, la fédération est même incapable de dicter des règles qu'il faut pour gérer ce sport-là, la crise va s'aggraver. Et donc l'État qui est chargé, qui est l'arbitre principal, d'organiser la vie politique, la vie économique et tous les secteurs de la vie, si cet État lui-même n'a pas suffisamment d'autorité, comment pouvez-vous imaginer que dans une forêt classée, nous découvrions tous qu'il y avait des bureaux de vote? Enfin, c'est l'État qui est chargé d'empêcher que les forêts classées soient occupées illégalement.
Et c'est le même État qui organise là-bas des bureaux de vote. Ça veut dire que l'État lui-même est inconséquent. Il faut donc faire en sorte que l'État ait les moyens, la capacité de gérer la vie sociale, de réguler la vie sociale et de mettre au pas donc les acteurs politiques, les acteurs économiques et tous les autres acteurs. Je crois que chacun de nous a développé un aspect de cette crise-là. Et si on y apporte une solution, ça sera utile pour l'ensemble du système. Très bien. Tout à l'heure, nous allons voir les solutions ensemble. Madame Salimata Poroké, je vous ai vu réagir tout de suite. Oui, allez-y, je vous donne donc la parole. Oui, merci bien. Vous n'étiez pas d'accord sur certains points? Oui, d'accord. D'abord, on parle souvent de la démocratie, mais j'ai l'impression qu'on confond démocratie et anarchie. Ça, dans un pays où il n'y a pas de discipline, il est difficile de faire vraiment avancer la démocratie. Quand vous prenez les pays les plus développés où vous avez des milliers de personnes, je prends par exemple la Chine, mais lorsque vous arrivez en Chine, il y a une discipline telle que chacun avance selon le rythme du pays. On ne va pas dans n'importe quel sens. Mais ici, les gens vont dans n'importe quel sens. J'ai écouté le professeur tout à l'heure qui parlait de l'État lui-même qui est en déliquescence. Je dis, mais nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tous pour la réconciliation. Mais il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun fasse des efforts. Ça ne doit pas venir que d'un côté. Moi, je suis expert en la matière. Je m'occupe de médiation, de gestion des conflits. Lorsque vous êtes en train de travailler sur la gestion des conflits, que vous faites la négociation, c'est je lâche, tu lâches. Mais il ne faudrait pas qu'on demande absolument tout à un seul groupe ou à un seul parti. C'est chacun qui doit faire des efforts. On dit que nous voulons tous de la réconciliation. Est-ce que c'est vrai? Lorsque des personnes... Vous pensez que ce n'est pas vrai? Lorsque certaines personnes imposent des volontés sans arrêt, il faudrait que chacun accepte de faire des efforts. Nous voulons tous de cette réconciliation, mais ça demande des efforts de part et d'autre. La réconciliation ne se fait pas sans sacrifice de part et d'autre. Et la réconciliation, on ne peut pas parler réconciliation sans parler de réparation. Parce qu'il y a quand même des victimes qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de voir que nos amis qui avaient été arrêtés sont en liberté provisoire. Mais nous devrions également penser à des personnes qui ont perdu des parents. Il y en a qui ont perdu toute leur famille. Il faut penser à cela également. Donc il faut qu'on ait la compassion pour les uns et les autres. Il ne faut pas qu'on voit toujours en victime ou en martyr ceux qui ont été arrêtés. Mais pensons à ceux aussi qui ont perdu leurs parents. Ça, c'est très important. Et dans la mesure où nous allons tous comprendre et que nous allons accepter de faire notre mea culpa chacun, vous convenez avec moi que la réconciliation pourra être aussi une chose effective. Nous avons également le droit de garantir qu'on ne répétera plus le tort qu'on a fait à l'autre. Tout ceci n'est pas encore fait. Quand la CDVR parle du travail, la CDVR a un travail important parce que ce sont des propositions qui vont être faites au président de la République. Une fois que les propositions seront faites au président, le président va regarder les propositions qui lui seront faites et à partir de là, il va agir selon sa volonté politique, mais en s'appuyant également sur les textes. C'est vrai que nous voulons tous aller à la réconciliation, mais il faut qu'on fasse aussi attention. En voulant aller trop vite à la réconciliation, nous risquons de retourner à une autre crise. Aujourd'hui, nous parle, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est le professeur, qui a parlé, non, c'est le docteur qui a parlé également de nationalité. Parce qu'on a dit que cette crise était également, on a dit qu'elle était économique. C'est vrai, elle est économique. Elle est profondément économique. Parce que moi, je suis sur les marchés tous les jours. Je vous assure que les femmes pleurent. Rien ne marche. Il faut qu'on ait le courage de faire, nous, sociétés civiles, des propositions également au gouvernement pour leur dire, c'est vrai que le gouvernement fait de grandes réalisations, il y a des ponts qui se construisent, des routes, des infrastructures qui se construisent, mais il faudrait qu'on revienne à la petite population qui aujourd'hui a faim. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, l'État s'arrête et se dise, c'est vrai que nous sommes en train de construire des choses importantes, mais c'est dans le temps, dans l'avenir. Alors que pour le temps présent, il faut qu'on aille aussi à l'essentiel, qu'on pense à la paupérisation de ces pauvres, de ces populations qui aujourd'hui, quand vous arrivez au marché, les femmes sont devenues des folles. Elles parlent seules. Les commerçantes elles-mêmes
parle seul. Vous avez des commerçantes qui viennent avec 12 000 francs des fois de poisson. Pendant toute une semaine, on n'achète pas 100 francs de poisson. C'est dire que la crise économique est très, très, très profonde, mais il faut partir du petit commerce déjà, c'est-à-dire du secteur informel, du secteur privé, du secteur industriel, pour remonter aux choses les plus importantes. Cette crise présente plusieurs visages. Vous voulez qu'on commence par où? Pardon? Puisque tout est prioritaire. Mais justement, tout est prioritaire. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Vous savez, moi, je suis une vagabonde de la nature. Je suis tout le temps partie dans les missions de paix, etc. Mais qu'est-ce qui cause les crises dans les pays? Les guerres découlent de quoi? De mauvais partage des ressources, des élections mal organisées, mais surtout de ces deux problèmes. Mauvais partage des ressources et des organisations mal organisées. Lorsque dans un pays, certaines personnes se sentent lésées, attendez-vous à ce qu'il y ait une autre crise qui se soulève. Là, aujourd'hui, moi, je vous le dis, je suis la porte-voix des femmes. Je suis porte-voix de la base, des petites personnes, des sans-voix, qui aujourd'hui demandent, les personnes vous disent, allez dire au président de la République que nous avons fait. Nous savons qu'il travaille. Le président Ouattara est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, je ne dis même pas de la Côte d'Ivoire, il relève le niveau de l'Afrique sur le plan international. Aujourd'hui, on donne une autre image de l'Afrique, qui est une Afrique qui se développe. Mais il faudrait aussi penser à ceux qui sont en bas, parce que ceux qui sont à la base et qui n'arrivent pas à manger, ce ne sont pas les routes, comme eux-mêmes disent, qui vont les nourrir. Ce ne sont pas les grands chantiers qui vont les nourrir. À un moment donné, on arrête les grands chantiers, on n'arrête pas complètement, mais on ralentit avec les grands chantiers, et on prend ces petits chantiers-là, parce que ce sont ces petits chantiers qui font vivre le commun du mortel. Ce sont ces petits chantiers qui vous font vivre, qui nous font vivre. Parce que si nous ne mangeons pas, nous n'irons nulle part. Vous avez des personnes qui viennent vous faire croire sur les plateaux que les aubergines ne coûtent pratiquement rien, mais c'est faux. Moi, je vous demande d'aller sur le marché pour vivre les réalités. Lorsque vous avez des ministres, par exemple, qui s'en vont se promener sur le marché, les femmes, quand ces personnes arrivent sur le marché, essayent d'arranger. Mais dans la réalité, il y a un mal profond. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui mangent peut-être une fois par jour. On dit une fois KO. C'est pas normal. Très bien. En Côte d'Ivoire. On comprend oui, ce n'est pas normal. Ce cri de cœur. Je voudrais oui, également... le dernier point, nous allons... non, oui, je voudrais aborder un point quand même essentiel. Oui. Parce qu'on a parlé de l'économie, mais il faut penser également à l'aspect social. L'aspect social, quand je parle d'aspect social, vous avez les problèmes... on a présenté dernièrement à l'Assemblée nationale deux projets de loi. Vous avez la loi sur la nationalité et la loi sur la convention sur la patrie. Il faudrait qu'on fasse attention. Il ne faut pas faire d'amalgame. La patrie et la nationalité sont des choses un peu distinctes. Il faut que les populations soient informées de ce que c'est que la patrie. En tout cas, je vous fais la promesse que ce sujet sera abordé dans un autre numéro de Le Débat. Je voudrais qu'on parle de la réconciliation aujourd'hui, et surtout la CDVR. Professeur, lorsqu'on dit le 28 septembre, la mission de la CDVR prend fin, qu'est-ce que cela signifie exactement? Mais d'abord, au départ, il y a un délai qui a été fixé dans le mandat. L'ordonnance dit que c'est 2 ans. Donc ce travail sera fait et au bout de cette période-là, on fera le point. Par exemple, un aspect important que nos concitoyens attendent, c'est les enquêtes et les auditions publiques. Parce que les gens veulent parler. Mais cet aspect-là est l'un des plus coûteux, l'un des plus délicats à organiser. Parce que comment faire parler les gens sans ouvrir les plaies? Parce qu'en même temps, qu'on ne veut pas ouvrir les plaies, mais il faut permettre aux gens aussi de s'exprimer, de se vider. Voilà, donc c'est à la fois coûteux et délicat. Et il faut pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut le faire en 4 mois, en 5 mois? Nous verrons bien. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le délai. Nous avons une série d'activités à mener pour que nos concitoyens comprennent ce qu'il faut faire, quelle est la démarche pour faire avancer la réconciliation. Nous allons faire ce travail-là et les enquêtes, elles sont, disons, les gens sont formés.
il faut maintenant les moyens pour réaliser cette activité-là. Donc, ce qui est important, c'est comment réaliser les activités qui nous restent plutôt que de discuter sur la fin du mandat. Mais c'est toujours bon à le savoir parce qu'on se dit à partir du 28 septembre, il y aura une autre structure. Professeur, dites-nous, le programme national de cohésion sociale, c'est proche de vous, CDVR, des missions différentes totalement? Dans ma compréhension, la CDVR doit comprendre la crise, faire des recommandations au chef de l'État. Si vous prenez la réparation, c'est une activité qui peut durer plus de 10 ans. En ce moment, la CDV ne va pas durer 10 ans. Il faudra bien des organismes qui prennent cela en charge. Ça peut être la PNCS, ça peut être un ministère de la solidarité. Peu importe. L'essentiel est que nous nous accordions sur la manière de réparer les torts qui ont été subis. Et comment réformer nos institutions. C'est toutes ces propositions qui seront faites au chef de l'État, et dans la partie pratique, peut-être que c'est le PNCS qui va réparer, qui va voir comment mettre en pratique ce qui aura été proposé et retenu au niveau du chef de l'État. D'accord, nous allons parler des solutions certainement. Chacun de sa position a plus ou moins une idée de ce qu'il pense qui doit être la solution ou les solutions à la crise, et ce qui pourrait être l'élément accélérateur de cette crise-là. Nous allons suivre cet élément et continuer à faire des propositions. Comment réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire? Une interrogation qui mérite bien d'être posée à tous les Ivoiriens, eux qui aspirent à voir leur pays devenir comme des grandes nations, qui ont su transformer leurs différences malgré les crises qu'elles ont connues, pour en faire un outil de développement. On ne peut pas forcer quelqu'un à se réconcilier contre son gré, donc c'est une question de volonté. Et puis le mieux qu'on soit réconcilié. Je me suis réconcilié à tout le monde. Je n'ai pas rancune contre quelqu'un. Donc je ne sais pas ce que chacun de nous aussi pense. Je sais que tout le monde a laissé, que personne n'est contre son ami. Concernant tous les partis, le pardon, voilà. Beaucoup de tolérance surtout, puisque tout le monde a fait du tort à tout un chacun. Donc beaucoup de pardon, quoi. Pas forcément vouloir juger tout le monde parce que tout le monde a fait du mal. La réconciliation nationale se fera aussi par l'emploi, cette question de l'emploi. Tant qu'il n'y aura pas d'emploi, bah oui, quand on a faim, on est prêt à tout pour manger. La solution pour une paix durable et une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire se trouve dans le comportement de chaque Ivoirien. Il leur suffit seulement d'avoir la volonté de pardonner et de se réconcilier pour que cela soit une réalité en Côte d'Ivoire. Ce reportage de Kwasi Madou nous fait des propositions. Mais professeur, aujourd'hui, si on vous pose comme ça la question, que recommandez-vous pour une réconciliation efficace? Vous avez dit, M. Ofana, une chose très très importante, d'ailleurs, qui a en même temps une difficulté de la méthode, tout et de la stratégie, qui est le nombre très important de variables, de facteurs qui sont en jeu. Alors souvent on dit par quelle porte entrer dans la complexité. Et je vous dis mon point de vue, et par rapport à ce que la littérature dit habituellement, il faut s'entendre sur une vision commune. Parce que tout ce que chacun dit dans la rue ou dans les officines, c'est important. Tout à l'heure, quelqu'un disait, il faut, d'abord commencer par Mme Porky qui dit, il faut que les gens mangent. Et l'autre, il dit, il faut donner des emplois. Je veux dire, quand vous prenez les dossiers, des discussions, toutes les propositions sont valables. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer. Mais pour avancer, en ce moment, il faut s'asseoir et discuter pour dire, nous commençons par ceci, par cela. Parce que de n'importe quelle porte, vous entrez dans la complexité. Il n'y a pas une porte qui soit plus importante. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que les gens reviennent souvent sur la réforme du système politique. Deuxièmement, la réforme de l'État. Voilà, ce sont les deux. Et troisièmement, l'éducation. Parce que quoi que vous fassiez, vous demandez la démocratie. Vous l'aurez la démocratie. Mais si les gens ne sont pas éduqués pour la démocratie, vous allez voir qu'on va être toujours dans des discussions infinies. On ne va plus travailler. Je me souviens en 90, quand il y a le multipartisme
a été proclamé. Il y a un politicien des années 40, quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire, il m'a dit, monsieur Owo, c'est fini. Le travail, c'est fini. C'est l'amusement maintenant. Et on ne sera pas en paix. C'était prémonitoire. Oui, donc, il y a des choses qui viennent comme ça, comme des leitmotivs. Hein? La réforme du système politique, l'éducation, l'État. Bien sûr, il y a la démocratie. Donc, mais tout cela, on dira c'est un seul individu qui le dit. Pour qu'on soit d'accord, il faut qu'on ait une vision commune. Et ceci commence par un débat apaisé. Les gens s'expriment et on se met d'accord sur la vision commune. À partir de ce moment-là, on pilote la chose pour que tout le monde aille. Parce que ce qui manque à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le consensus. On ne s'entend sur rien. Mais c'est un phénomène qui est connu, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on ne s'entend sur rien, il faut, et je rejoins ce que le docteur Kwame disait, il faut qu'on définisse les choses, il faut qu'on s'entende, même sur les mots. Voilà, je voudrais m'arrêter là, mais le problème, ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de variables que c'est insoluble. Les variables, les facteurs se valent. Et pour qu'on engage une action acceptée par les uns et les autres, il faut qu'on ait une vision commune. À partir de là, on définit des stratégies. La vision commune, on est totalement d'accord là-dessus. Mais professeur, je voudrais que vous développiez un tout petit peu. Qu'est-ce que vous mettez dans la réforme du système de l'éducation, la réforme du système politique? Je vais vous donner un exemple. Nous disons par exemple que la forêt est en danger. N'est-ce pas? Oui. Vous comprenez qu'on peut mettre tous les policiers du monde là-bas, ils n'arriveront pas à protéger la forêt. Alors que, pourquoi la forêt est en danger? Parce que la relève paysanne n'a pas été faite. Le paysanat est vieux, il n'y a personne. Si le type il est malade, il sait que dans quelques années il va mourir, il se dit mais qu'est-ce que moi je fais? Je vends ma forêt. Si vous voulez protéger la forêt, la meilleure chose, c'est d'éduquer les jeunes et de les envoyer vers là-bas. Mais si l'éducation n'a rien à voir, en tout cas très peu de choses à voir avec le rural, vous désorganisez la forêt, vous mettez la forêt en danger. Je crois que c'est tout à fait logique. La réforme de l'État, c'est quoi? Vous savez, la Côte d'Ivoire, il faut dire, la Côte d'Ivoire a été produite à partir d'un certain nombre de gènes. Et dans son ADN, j'aime à le dire souvent, il y a l'altérité, l'autre. Et le vivre ensemble, accepter l'autre. Parce que nous venons d'horizons divers. Ce pays a été produit à partir de longues négociations et de recherche absolue du consensus. Lorsque vous touchez à ça, vous provoquez le sida. Très bien. Professeur Seri Baye, c'est la même question imposée autrement. Que faire pour réconcilier? Que recommandez-vous? Bien, mais là, je suis obligé de parler de ce qui a été dit au colloque. D'abord, faire en sorte que la question foncière soit réglée sur la base d'une concertation, en tout cas un consensus qui va se faire sur la base de la loi de 1998, par exemple. La question foncière. La question foncière, la question de la pauvreté. Si on change la nature de notre économie et qu'on transforme nos matières premières, on créera davantage d'emplois et on réduira la pression sur la terre et on réduira donc les sources de tension. Donc réduire la pauvreté, c'est créer les conditions aussi de la paix. Et puis que l'éducation forme les gens aux valeurs démocratiques, forme les gens à la paix et qu'elle les forme de manière à ce qu'ils puissent être employés ou bien s'employer eux-mêmes. Et donc que l'éducation ne soit pas une source qui alimente la crise. Si on considère par exemple qu'il y a 300 000 élèves qui sont rejetés par le système chaque année, ces 300 000-là, ils ne disparaissent pas de la société. Et la société aura des difficultés à les digérer. Il faut donc que le système éducatif lui-même soit performant. Il faut également régler des questions dont on a parlé, la communication. Il faut que nos compatriotes qui travaillent dans ce domaine-là évitent de jeter de l'huile sur le feu. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas sa vérité, on la saigne, on la crache. Mais on peut l'exprimer tout simplement. C'est un mot qui sera moins agressif.
Et donc la communication peut aider à rapprocher les positions, à faire comprendre les raisons qui animent les uns et les autres, de telle manière que les citoyens étant éclairés, c'est comment choisir. Et donc en dehors de la communication, il faut qu'on sente que l'État va protéger les citoyens, donc leur sécurité, leurs biens et puis leurs personnes. Il faut que l'État puisse assumer ce devoir-là et ne pas le laisser pour que des organisations dites culturelles s'arrogent le droit de s'immiscer dans la sécurité des Ivoiriens. Et que la justice aussi rassure tout le monde. Donc fondamentalement, je crois que les autres ont essayé d'être synthétiques. Les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés sur leur terre, sur leurs droits, sur les chances qu'on donne à leurs enfants, sur leur sécurité. Voilà. Donc si nous avons un système qui peut rassurer tout le monde, je crois que chacun aura l'esprit plus disponible pour la paix et pour la réconciliation. Docteur Kwame? Je crois que les deux professeurs ont dit la majorité, je dirais. Alors pour voilà, mais que recommandez-vous? Oui, nous on recommande aussi autant que la sécurité pour tous, mais une partie qui nous semble essentielle, c'est le respect des libertés. Nous pensons fondamentalement que pour aller à la réconciliation, les manifestations, la liberté d'opinion doit être protégée parce que garantie par la Constitution. Quelle que soit la personne en Côte d'Ivoire, quel que soit le groupe de personnes, quelle que soit la communauté, quand elle a envie de faire un meeting, ça doit être accompagné par la police nationale, la gendarmerie. Au pire des cas, l'armée. Au cas où c'est une manifestation de plus de 100 000 personnes, la garde républicaine existe. Donc pour nous, c'est fondamental que les gens s'expriment. Ensuite, il y a la question de la justice et de l'équité et de dédommagement des victimes. On parle beaucoup des ex-combattants, mais on ne parle pas des victimes. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas encore s'il y a une loi qui est sortie qui définit la victime de guerre. En principe, il devrait y avoir une loi qui devait sortir pour définir la victime de guerre, pour qu'on sache qui est victime de guerre, parce qu'il va falloir aller au dédommagement. Ensuite, il y a la question transversale de la pauvreté. Les victimes de guerre, ce n'est pas encore connu, clairement? Par une loi, non. Par une loi, non, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, peut-être que c'est sorti, voilà. Ensuite, il y a le problème de la pauvreté, tout le monde en a parlé. Aujourd'hui, le SNRG parle de corruption. Vous avez vu que la corruption a gangréné. Et si on ne règle pas ce problème de corruption, en augmentant la capacité du service public, en augmentant les ressources, je crois qu'un pan de la réconciliation ne pourra pas se faire. Si on va plus loin, si on va même plus loin au niveau des économistes, vous savez que notre président est économiste, au niveau du plan national de développement, vous verrez que le plan national de développement met comme hypothèse de réussite l'équité sociale, la réconciliation nationale, pour dire que ces questions-là sont importantes pour y arriver. Alors, je vais terminer avec, pour être synthétique, avec la question de la nationalité et la question du foncier rural. Nous avons une loi qui n'a pas été communiquée du tout, qui n'a pas été divulguée. Nous pensons qu'avant d'aller plus loin, il faut que cette loi soit connue et divulguée. Madame Porca a parlé des élections. Effectivement, les élections 2015, c'est demain. Vous êtes au même titre informé que moi que les accords politiques de Ouagadougou sont caducs. Il faut que dès maintenant, par exemple, pour qu'on n'aille pas encore se battre en 2015, que la réforme de la CEI, la réforme électorale commence. Et Dieu merci, la résolution de l'ONU, la 2112 qui est sortie le 30 juillet 2013, là, voilà, vraiment revient sur ces questions de foncier, de nationalité, de réforme électorale et va plus loin en disant qu'il faut doter même nos gendarmes et nos policiers de matériel logistique pour qu'ils puissent travailler. Vous le savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui les gendarmes et les policiers ne sont pas armés, n'ont pas de matériel logistique. Mais nous savons que l'État est à l'œuvre, nous savons que l'État est appuyé par l'ONUCI, mais ce serait des solutions, je dirais, normatives. Ce serait une méthodologie normative. On pourra de manière tangible savoir que ça c'est fait, et c'est ce que j'ai dit en amont en disant, si on est d'accord sur une méthodologie normative, on pourra pointer à la fin du processus ou au milieu du processus
Nous avons commencé à 5, nous sommes à 10, nous serons à 13 et nous serons à 20. Mais tant qu'on ne se serait pas mis d'accord et qu'on n'aurait pas une méthodologie normative, je crois qu'on va tous parler, on va tous dire des choses et on ne pourra pas s'entendre à la fin sur d'où on vient et où on va. Madame Salimata Porké, quelles sont les solutions possibles aujourd'hui à votre avis? Moi, je parlerai plutôt, je demanderai aux Ivoiriens de libérer leur cœur, d'être patients, d'être sincères l'un envers l'autre et qu'ils comprennent que la réconciliation est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou des politiques comme certains le disent. Et aussi, je voudrais demander aux Ivoiriens d'être travailleurs. Il faudrait que nous soyons des personnes engagées, qu'on apprenne à travailler et qu'on aime le travail, qu'on se dise que le tas-providence est fini. J'ai mal au cœur lorsqu'on arrive pour parquer son véhicule et que ce sont nos enfants, certains qui ont même des niveaux très élevés, qui vous disent la vieille mère ou le vieux père, ton petit est là, et attendent un jeton de 100 francs. Je pense qu'il y a quand même du travail pour tous. Tout le monde ne peut pas être dans un bureau. Vous avez aujourd'hui la construction du nouveau pont. Vous avez pas mal d'actions qui sont en train d'être faites, des œuvres qui se font. Il faudrait que nos jeunes acceptent de faire des petits métiers. Même s'ils n'ont pas la chance de bénéficier du travail, du fruit de leurs études, qu'ils acceptent de faire n'importe quoi, rien que pour gagner, pas de voler, pas d'être malhonnête non plus, mais de gagner honnêtement, n'est-ce pas, leur salaire. Et je voudrais également que la communication soit importante, qu'il y ait le maximum de communication sur tout ce qui se fait. Il y a de très bonnes décisions qui se prennent, mais cela se prend à l'insu des populations elles-mêmes. Vous êtes là et un jour à la télévision, on vous annonce qu'il y a l'essence dont le prix est élevé ou dont le prix est augmenté, mais il faut qu'on explique aux populations pourquoi est-ce qu'on augmente le prix de ces produits-là, pourquoi est-ce qu'on augmente le prix de telle ou telle denrée. Il y a une décision importante qui a été prise ou qui doit se prendre au niveau du gouvernement, que les petites populations soient informées. Il ne faudrait pas que les populations se sentent obligées d'accepter ce qu'on leur impose. Et aussi, je voudrais revenir toujours sur ce point. Et je souhaiterais que la convention du 28 septembre 1954 sur l'apatridie soit effectivement votée au niveau de l'Assemblée nationale et ratifiée par le gouvernement. Parce que c'est très important que ces deux conventions, la convention du 30 août 1961 et celle de 1954, soient ratifiées très rapidement pour que la Côte d'Ivoire soit au même niveau que les pays qui sont en train d'avancer. Parce que ces problèmes d'apatridie, c'est ce qui nous cause. C'est vrai que nous allons revenir plus tard, ou bien vous allez revenir prochainement sur ces débats, mais l'apatridie est une chose réelle. Suite à la crise, même avant la crise, vous avez des femmes qui accouchent. Je parle en tant que femme, qui accouchent à l'intérieur du pays et qui ne savent pas que parce que le papa n'est pas là pour déclarer son enfant, elles ont le droit de faire la déclaration de leur enfant ou elles ont un délai. Et quand le délai est passé, elles peuvent également aller au tribunal pour obtenir un jugement supplétif pour leur enfant. Auquel cas, ces enfants-là seront considérés comme pas reconnus dans une nation. Et ces petits faits répétés nous amènent également au développement d'un conflit. Cela nous donne une grande population. Voilà. Le problème est difficile à régler. Voilà. Oui. Aujourd'hui, une question d'ordre général. Quand on regarde la situation, professeur Ouah, c'est pour quelles leçons on peut tirer de la crise que la Côte d'Ivoire a traversée jusqu'à ce niveau, jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Je pense, d'abord la crise, tous les pays du monde connaissent à un moment donné une crise. La crise particulière de la Côte d'Ivoire, quelles leçons on peut tirer de cela? Moi, je crois que ça, je crois qu'on a touché, je voulais dire, ceux qui ont bâti le pays. Il faut remonter à son histoire. Vous voyez, il faut remonter à son histoire. Il y a trois phases. Vous avez la phase coloniale, la préhistoire, en fait, disons la phase des États ethniques, comme on dit, avant la colonisation. Vous avez la phase de la colonisation et vous avez après la phase l'État-nation. N'est-ce pas?
ça. C'est l'État-nation qui conduit la chose. Et on peut appeler maintenant toute phase qui est la mondialisation. Mais ce sont les 3 principales phases. Mais si vous regardez bien, ceux qui ont pensé ce pays-là, ce sont des accords. Le pays ne marche que parce qu'il y a un consensus. Parce que, regardez les peuples. Et on a commencé à bâtir réellement une nation, patiemment. Le président Houphouët a mis des mots qu'il répétait. Je comprends maintenant pourquoi il répétait tout. La paix, la paix, la paix, la paix. Parce que si on ne s'accepte pas, et si on touche, n'est-ce pas, ce qui fait l'unité du pays, immédiatement, le problème de la Côte d'Ivoire, à mon sens, c'est ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Parce que dans les gènes de la Côte d'Ivoire, il y a le consensus et la paix. Si on ne s'entend pas, si on n'arrive pas à dire ce que nous allons faire ensemble, si on ne s'entend pas les uns proches des autres, c'est fini. Ça n'existe pas. Et immédiatement, il y a le désordre. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas. Le professeur Seri Baye, est-ce qu'on est en train de dire que les Ivoiriens n'ont pas compris la Côte d'Ivoire? Là, vous m'embarrassez. Moi, je pense que quand une crise survient, la mémoire elle-même devient fautive. Ce qui nous a manqué, la leçon que moi je tire, puisque c'est la question, oui, c'est que nous n'avons pas une élite nationale rassemblée autour d'objectifs nationaux et qui se mobilise pour réaliser ces objectifs-là. Si l'élite est divisée, s'il n'y a pas une volonté nationale, tout ce qui survient va nous diviser et la société sera divisée parce que chacun aura ses partisans. Il faut donc que notre élite s'accorde sur ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire devienne dans 100 ans, supposons. Et à partir de ce moment-là, cela exige des choses au niveau, disons, académique, scientifique. Cela exige des comportements au niveau économique. Cela exige que ceux qui veulent être une bourgeoisie nationale se donnent les moyens d'en constituer une et se comportent en tant que telle. On n'est pas riche seulement parce qu'on construit des villas, mais parce qu'on est à la base du tissu économique. On maîtrise l'économie. Je crois que ça, c'est important. Et donc, ça va mobiliser tout le monde. Il ne faut pas attendre seulement que ce soit l'équipe nationale de football qui se mobilise, qui soit rassemblée, mais l'élite aussi, qu'elle soit intellectuelle, économique, culturelle et autres, a le devoir de dégager des objectifs plus ou moins à long terme et de se mobiliser pour les atteindre. Cela va permettre d'amenuiser toutes les contradictions secondaires qui peuvent nous opposer et qui, au regard de l'histoire, sont peut-être dérisoires. Est-ce que j'ai raison de dire que l'élite nous a conduits où nous sommes? C'est-à-dire? Une partie de votre question est vraie, mais moi je n'irai pas dans ce sens. J'irai plutôt dans l'histoire. Il y a à peine quelques jours, j'ai discuté avec des amis et je leur ai dit que la première élection de 1948 d'Houphouët-Boigny, 46, je crois qu'à cette élection, il y avait un représentant du Moro Naba, en ce temps-là, qui compétissait en Côte d'Ivoire ici, à la Basse-Volta, contre Houphouët-Boigny qui était Basse-Côte d'Ivoire, excusez-moi, je ne suis pas historien, voilà. Donc pour vous dire que déjà l'histoire de ce pays part, je dirais pas d'une contradiction, mais d'une immigration choisie. Et j'ai dit tout à l'heure que Houphouët-Boigny se plaisait à dire que 26% de la population ivoirienne était non nationale et sûrement est devenue nationale après. Donc cette mixité dont nous sommes formés, nous sommes constitués ici par rapport à la population, cette mixité, je crois que dans le suivi de l'histoire récente de notre pays, c'est là que nous avons failli, en ce sens que nous avons entendu beaucoup de propos xénophobes, beaucoup de propos qui n'avaient rien à voir avec la nation que nous voulons créer, qui était peut-être la deuxième nation arc-en-ciel, dont nous en étions fiers sous, je dirais, le président Houphouët-Boigny. Donc je pense que, pour synthétiser, il faut qu'on accepte qu'on est un peuple d'horizons divers. Il faut qu'on accepte qu'on est un peuple de différence. Il faut qu'on accepte qu'on est les Nations Unies de l'Ouest africain. Quand nous aurons accepté ça, que nous aurons mis ça sur la place, qu'il y a des gens, comme on les appelait les Dahoméens, qui étaient en Côte d'Ivoire ici dans les années 30,
nous allons comprendre nos vraies histoires et je crois que vous ferez peut-être mieux de lancer un autre débat sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, la composition de la population de la Côte d'Ivoire, pour que la majorité des gens comprennent cela, pour qu'on puisse l'utiliser pour la réconciliation nationale. Madame Salimata Porqué, les leçons à tirer après cette crise-là, on n'a plus que 5 minutes qu'on va exploiter. Oui, voilà. C'est là où les Ivoiriens doivent comprendre que cette diversité fait la richesse des Ivoiriens. Et lorsque vous êtes à l'extérieur et que les gens vous parlent de la Côte d'Ivoire, je prends l'exemple d'hier où j'ai rencontré la secrétaire générale du Gabon qui est arrivée et je lui ai dit « Ah, bienvenue, mes chères sœurs, dans mon pays ». Elle dit « Ah non, dans notre pays ». J'ai dit, excuse-moi, dans notre pays, j'étais fière de voir qu'une Gabonaise se reconnaisse en tant qu'Ivoirienne. Donc je pense que cette richesse, il ne faudrait pas qu'on la rejette. Il faut au contraire l'enrichir, il faut au contraire la construire et se dire que chacun a sa place dans ce pays-là. Il ne faut rejeter personne. Et ce sont ces diversités qui font que la Côte d'Ivoire s'est développée jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce que nous voudrions rejeter les autres et ce que Houphouët-Boigny a bâti et qui a fait qu'aujourd'hui nous avons pu être les Ivoiriens et reconnus par tous, pourquoi est-ce que nous voulons rejeter cela aujourd'hui? Il y a des étrangers qui sont dans ce pays, qui refusent. Moi je connais des personnes, moi j'ai un oncle qui est malien, mais qui a tout, il est né ici, il a grandi ici, il a fait tous ses enfants, mais il n'a jamais voulu accepter d'avoir la nationalité ivoirienne. C'était son choix. Vous savez, le problème de nationalité, c'est un choix volontaire. C'est une décision volontaire. Mais par contre, il y en a qui réclament cette nationalité. Et si nous pensons qu'ils peuvent bénéficier de la nationalité, pourquoi ne pas la leur donner? Mais après analyse, on ne donne pas la nationalité n'importe comment non plus. Mais après analyse, ces personnes peuvent bénéficier de la nationalité. Qu'on arrête ces problèmes, ces débats ethniques qui ne nous honorent pas. Aujourd'hui, vous êtes face à un ami, à un frère, qui vous demande, à l'époque, je me rappelle à notre ancienne époque, lorsqu'on voit un Ivoirien, tu es d'où? Tu es de la Côte d'Ivoire, on s'embrasse, à tout, on est content. Mais aujourd'hui, dès que tu dis à quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu es Ivoirien, oui. Ivoirien d'où? Ivoirien de quelle zone? Et c'est ce qui nous amène à des conflits à ne plus en finir. Et quand on regarde, vous avez des personnes qui disent, regardez à la télévision, vous prenez du début jusqu'à la fin, c'est les Sanogo, c'est les Ouattara, c'est les ceci. Il faut qu'on arrête tout ça. Si la personne a des compétences, elle a droit d'être utilisée. Si elle n'a pas de compétences, elle n'a pas sa place où est-ce qu'elle a été mise, on peut contester. Mais si on pense que la personne a des pouvoirs, qu'on la laisse exercer, c'est toujours pour le développement et l'avancement de la Côte d'Ivoire. Donc on arrête les débats interethniques parce que je me rappelle qu'en son temps, avec le ministre Zadi Zarou, Bernard, père à son âme, il m'a demandé de faire un débat sur les rapports ethniques en Côte d'Ivoire. Et cela datait du temps de Houphouët-Boigny. Je sais qu'on a mené des enquêtes. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire un exposé sur les rapports interethniques en Côte d'Ivoire? Mais c'était vraiment, c'est maintenant que je comprends l'importance de la chose. Donc qu'on se dise que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous nés de ce pays et qu'on s'accepte et c'est ensemble que nous allons construire. Votre message a été entendu. Et professeur Seri Bailly, en une minute, vraiment, si on doit tirer une conclusion de cette émission-là, que direz-vous? Merci. Je ne suis pas d'accord sur certaines des choses que j'ai entendues, mais quand j'ai parlé de volonté nationale, et quand nous parlons d'histoire, il faut savoir que ceux qui étaient en prison à Grand Bassam en 1949, il y avait des Parézo, il y avait d'autres. Mais le nationalisme les mettait ensemble. Donc dès qu'on parle de volonté nationale, de nationalisme, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'exclure quelqu'un. C'est pas? Chacun a sa place dans ce mouvement-là d'affirmation nationale et de développement. Parce que si la société doit progresser, c'est avec toutes les forces vives qu'il s'engage à faire progresser la société. Je crois que c'est comme cela. En tout cas, merci, merci professeur. Il serait oublié de vous arrêter. Le débat va continuer après le générique fin. Et puis, voilà, merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre. Le débat s'est terminé pour ce soir. Nous avons voulu mieux comprendre les différentes positions, mieux expliquer, mieux convaincre pour mieux réconcilier efficacement. Dans la perspective, vous avez entendu des recommandations qui tournent autour de la sensibilisation, mais dans la vérité. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée.